La France est un très grand pays, plus petit qu'aujourd'hui, puisque certaines provinces ne sont pas encore françaises, comme la Flandre, une partie de l'Artois, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, Nice et la Savoie, et puis le Roussillon. Deuxième grande différence, cette France est avant tout peuplée d'agriculteurs. On a une photographie inverse de notre pays actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens sont tous en ville et plus personne à la campagne. C'est exactement l'inverse. Au XVIIe siècle, sur les 20 millions, il y en a 18 millions qui vivent à la campagne. Ce sont des ruraux essentiellement qui vivent de l'agriculture et qui produisent ce qu'ils consomment en travaillant la terre. Les villes sont peu développées. Enserré dans ces murailles du Moyen-Âge, Paris ne compte que 400 000 habitants. 25 fois moins que l'agglomération d'aujourd'hui. Et il en va de même pour les autres grandes villes. Les grandes villes de France, eh bien, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Lille au nord et puis Rouen. C'est-à-dire finalement les mêmes villes qu'aujourd'hui, seulement la différence, c'est qu'aucune ne dépasse 100 000 habitants. Ce sont des petites bourgades, hein, rien à voir avec ces villes aujourd'hui. Dernière différence fondamentale, la société est coupée en deux. D'un côté, il y a la noblesse, c'est-à-dire moins d'1% de la population, avec le clergé et la bourgeoisie. Et cette petite minorité détient à la fois le pouvoir, les terres et donc la richesse. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a environ 95% de paysans et les artisans des villes. Et eux, bien entendu, n'ont ni le pouvoir ni la richesse, mais ce sont eux qui exploitent les terres seigneuriales. Quand on est enfant sous Louis XIV, si on appartient à une famille d'artisans ou à une famille de commerçants, on va accorder de l'importance à l'éducation de l'enfant, ne serait-ce que pour qu'il puisse tenir les comptes, par exemple. En revanche, si on est dans une famille de paysans, on va accorder beaucoup moins d'importance à la maîtrise de ses compétences. Les paysans sont en majorité analphabètes, hein, ils ne lisent pas et il n'y a pas dans les villages un système d'école organisée comme aujourd'hui. Et donc ce sont les prêtres qui, eux, sont instruits, qui enseignent aux enfants eh bien, la lecture, l'écriture et surtout les bases du calcul qui sont essentielles. Seuls 5% des Français parlent le français. Quoi ? 5% des Français seulement parlent le français ? Mais alors, que parlent les 95% restants ? Les Français parlent des langues régionales. Au nord, le breton, le normand, le picard ou encore le berrichon. Au sud, on parle le gascon, le limousin, l'auvergnat ou le provençal. Quant au français comme on le parle aujourd'hui, c'est à l'époque la langue des habitants de l'Île-de-France et de la vallée de la Loire. On ne se comprend pas toujours entre un Français du Nord et un Français du Sud. Il y a un mot de Racine qui est intéressant, Racine qui va à Uzès et qui dit qu'il aurait besoin d'un interprète pour se faire comprendre. Donc ça donne bien concrètement cette impression que quand on vit au nord de la Loire, eh bien si on fait un grand voyage vers le sud, et attention, hein, aller dans le sud, c'est un grand voyage, ça prend des jours et des jours de trajet, eh bien on peut se trouver confronté à des habitants qui habitent pourtant le même royaume que vous, mais que vous ne comprenez pas et avec lesquels vous avez du mal à échanger. Le latin est en quelque sorte la langue officielle qui permet à tous les lettrés et gens importants de se comprendre à travers le pays. Les livres de cette époque sont donc rédigés en latin. En effet, l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui ne verra pas le jour sous Louis XIV. Il faudra attendre la Troisième République en 1882 pour que Jules Ferry instaure définitivement l'instruction obligatoire et gratuite pour tous les enfants français jusqu'à 13 ans. Et il n'y a pas qu'en matière d'éducation que les choses ont beaucoup évolué depuis le XVIIe siècle. À l'époque de Louis XIV, même quand on est adulte, on reste sous la domination de ses parents qui prennent les décisions importantes, comme choisir son conjoint. Chez les paysans, à l'époque, le mariage est avant tout une décision économique. J'espère qu'au moins ils s'aiment. Parfois, ils s'aiment, ça vient avec le temps, mais au départ, on se marie par intérêt. Un laboureur va épouser une fille de laboureur pour avoir davantage d'instruments et gagner plus d'argent, ou alors on va épouser
une fille de sabotier lorsque l'on veut reprendre la boutique du père, etc. Mais l'Église, elle dit quand même pas qu'il faut se marier par amour, par exemple? Ah non, l'Église, au contraire, est assez réticente vis-à-vis de l'amour charnel parce que ça peut éloigner de l'amour de Dieu et que la sexualité, par exemple, c'est fait pour la procréation, mais pas du tout pour le plaisir. Et c'est horrible, c'est exactement le contraire d'aujourd'hui. À l'époque, on ne divorce pas, donc on choisit une femme et c'est pour le restant de ses jours. Donc le mari et la femme ont quand même intérêt à s'entendre et avec le temps vient l'attachement et éventuellement l'amour. Un couple avec 4 ou 5 enfants, main-d'œuvre indispensable dans la vie paysanne, voilà le portrait robot d'une famille de l'époque. On se marie en général vers 27, 28 ans dans les couches paysannes. C'est une forme de régulation des naissances. En retardant l'âge du mariage, eh bien, on retarde l'âge d'avoir des enfants. À l'inverse, dans la noblesse, eh bien, on se marie beaucoup plus tôt afin de s'assurer d'avoir de nombreux héritiers, de s'assurer d'en avoir au moins un pour transmettre le patrimoine familial. À l'époque, effectivement, l'eau dilatait les pores et on pensait que les maladies pénétraient dans le corps par ces pores dilatés. Voilà pourquoi on évite les bains. Soupçonné de transmettre les maladies vénériennes et même de diminuer la vigueur sexuelle. C'est pourquoi la toilette était le plus souvent sèche, c'est-à-dire qu'on frottait notamment les parties les plus visibles, les mains et le visage avec un linge humide. Et on croit aussi à l'époque que la crasse protège, fait une enveloppe sur la peau pour protéger des agressions extérieures. Et en ce qui concerne les cheveux, donc évidemment, j'imagine, il n'y a pas de shampoing. Comment on fait? Là non plus, pas de shampoing, pas d'eau sur les cheveux. Oh mon Dieu. La brosse. D'accord. Et puis, éventuellement, un peu de poudre pour enlever l'excès de graisse que vous pourriez avoir sur les cheveux. Oh, c'est totalement horrible. Bon, mais je vois ce qu'il me reste à faire. Hop. Voilà. À la mode du 17e, je suis propre. Mais une chose est sûre, je ne vais pas sentir bon. Non, alors vous êtes propre parce que votre chemise est propre et blanche. Et puis, vous allez vous inonder de parfum. Parce que, là aussi, au 17e, on pense que les bonnes odeurs chassent les mauvaises et les mauvaises odeurs apportent les maladies. Donc, on va vraiment cocoter. On fait en quelque sorte un bouclier de parfum pour empêcher les miasmes, ces véhicules inconnus maladies, d'arriver jusqu'à nous. Plus on cocotte, plus on a de chances de rester en bonne santé. Ça montre bien qu'on ne connaît aucun des principes de base de l'hygiène. Mais on ne soupçonne pas l'existence des microbes. Et donc on est vraiment dégueulasse. Si les nobles se lavent le moins possible, les paysans, eux, ont recours aux grands moyens quand le temps le permet. Quant aux vêtements, ils ne sont lavés que 2 fois par an, car il s'agit d'une opération longue et pénible. Elle prend 3 journées entières. Marjolaine, donc on se lave peu ou pas du tout à l'époque de Louis XIV, donc ça veut dire que on est sale. Ils ont en général 2 chemises qu'ils lavent 2 fois par an, au printemps et en automne. Et vous allez voir que c'est un processus très lent qui explique qu'on ne fasse pas ça toutes les semaines. Si au XVIIe siècle, quelques chanceux peuvent atteindre l'âge de 70 ou 80 ans, une personne sur 2 meurt avant d'avoir 20 ans. Quand on fait la moyenne, on obtient une espérance de vie de 25 ans. Les maladies peuvent vous emporter à tout âge. La fièvre monte toujours. Les fenêtres. Et les nobles ne sont pas plus à l'abri que le peuple. Des ventouses, des saignées. Pourquoi de telles pratiques disparues aujourd'hui? Que savaient les médecins des maladies et du fonctionnement du corps humain? Ils ont une pratique de la médecine qui est vraiment complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de petits médicaments à prendre juste avec un verre d'eau et voilà, ça va mieux. Il n'y a pas d'antibiotiques. Enfin, tout ça, ça n'existe pas. Cette théorie des 4 humeurs remonte à Hippocrate, un médecin grec de l'Antiquité. Elle a plus de 2000 ans, mais n'a rien de scientifique. Évidemment, cette théorie des humeurs est médicalement fausse. On sait bien aujourd'hui que la trabile ou le flegme, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, cette théorie sera complètement abandonnée 2 siècles plus tard. Par contre, lorsqu'on parle encore aujourd'hui de quelqu'un qui est de bonne ou de mauvaise humeur, ou que l'on parle d'un tempérament sanguin ou flegmatique, eh bien, ça vient directement de là. À côté de ces saignées qui affaiblissent les malades plus qu'ils ne les soignent, d'autres pratiques médicales sont tout autant inefficaces.
On connaît l'opium qui est importé d'Orient et qui est très efficace comme antidouleur. C'est un peu l'équivalent de la morphine aujourd'hui. On connaît aussi la quinine qui est très efficace contre les crises de fièvre. Et puis dans les campagnes, on se soigne majoritairement à base de spécialités d'herboristerie qui sont d'ailleurs toujours utilisées aujourd'hui, notamment par des rebouteux. Donc c'est en fait la médecine par les plantes. Et notamment on utilise la sauge officinale qui est toujours aujourd'hui connue notamment pour ses vertus antiseptiques. Il y a donc déjà des médicaments utiles, mais malheureusement aucun antibiotique. On ne les connaît pas encore, il faudra attendre bien plus tard au XXe siècle. Ce qui signifie que la syphilis, la variole, la rougeole, la peste, la scarlatine font des dégâts considérables. Vraiment. C'est le grand problème de la médecine à cette époque. Exactement, ce sont les épidémies. Si les maladies déciment les populations, la médecine, elle, va faire des progrès considérables grâce à une corporation étonnante. Ce sont les chirurgiens barbiers. Au XVIIe siècle, la pratique de la danse est bien l'un des seuls points communs entre les nobles et le peuple. Car pour le reste, les différences sont grandes, et en particulier en matière d'alimentation. Voilà une surprise qui doit vous être agréable, monsieur Colbert. Un déjeuner au château de Versailles. Le rituel est immuable. Le roi mange toujours seul. Entouré de nobles pour qui assister au repas de Louis XIV est un privilège. Sous son règne, la gastronomie française prend toute son importance. Rien n'est assez raffiné pour lui. Il faut satisfaire les goûts et le grand appétit du souverain. Mais si sa table déborde de plats délicats et variés, le peuple, qui souffre encore parfois de famine, doit se contenter de nourriture plus ordinaire. La majorité des Français mangent du pain ou des bouillies, mais dans des proportions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Il faut s'imaginer qu'un paysan à l'époque mange à peu près par jour 1,5 kg, 2 kg de pain. Donc c'est ce qui constitue la base de son alimentation. Le pain a une place centrale, car les céréales dont il est fait sont faciles à cultiver en été et à conserver tout l'hiver. Mais cette agriculture ne met pas les paysans à l'abri du manque de nourriture. Sans engrais, les rendements sont bien entendu beaucoup plus faibles. Pour un grain de blé semé, on récoltait à l'époque 12 fois moins. C'est-à-dire à peine de quoi tenir toute une année jusqu'à la récolte suivante. Et donc si l'on avait des conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables, c'est-à-dire par exemple un printemps pluvieux, c'était la ruine des récoltes et on manquait très rapidement de pain. Le pain lui-même est bien différent du pain blanc d'aujourd'hui, qui à l'époque est réservé aux bourgeois et aux nobles. Ce pain, c'est un pain marron, brun, donc à base de seigle, qui se cuit une fois par semaine. Donc on consomme des espèces de grandes roues. Ça sent bon. Fabien, qu'est-ce qui est en train de cuire? La soupe. La soupe, c'est un élément courant chez les paysans? Ah, c'est l'alimentation de base avec le pain. Alors, Fabien, qu'est-ce qu'on met dans cette soupe? Ce que l'on trouve, en fait, ce que l'on trouve dans le potager. Comme aujourd'hui, les Français du XVIIe siècle font 3 repas par jour. Le premier au lever du soleil, le dîner aux alentours de midi et le souper, repas le plus copieux, à la tombée de la nuit. Au menu, carottes, poireaux et des légumes un peu oubliés aujourd'hui, comme le panais. L'Église, elle contrôle les consciences et notamment elle contrôle la consommation de viande qu'elle interdit 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi, puis aussi pour les fêtes religieuses et notamment avec le carême, 46 jours sans viande, ce qu'on appelle les jours maigres. Et toutes ces interdictions cumulées font qu'il y a pratiquement 1 jour sur 2 dans l'année où on ne peut consommer de viande. Cochon. Cochon. Voilà. Bon, alors, les autres jours, ceux où on a le droit de manger de la viande parce que l'Église le permet, quelle viande on va manger? Comme aujourd'hui, principalement du bœuf? Ah non, surtout pas. Le bœuf, d'abord, c'est très rare. Ensuite, quand on a la chance d'en avoir un, on le garde pour y attacher la charrue. D'accord, donc qu'est-ce qui reste? Des volailles, des poules, des poulets? Ah non plus, les volailles, ça ne mange que des céréales. Or, on a vu que les céréales, c'est vraiment la base de l'alimentation de la famille, qu'il n'y en a souvent pas assez pour nourrir tout le monde. Et les œufs, à l'époque, sont considérés comme le caviar de l'époque. Ah, carrément? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il vous reste des cochons, comme ceci, auxquels on donne des pommes de terre, les épluchures de légumes. Enfin, vraiment, un cochon, ça mange de tout. On dit que le cochon, c'est la poubelle de la ferme. Donc, ça, c'est un animal qui est courant à l'époque de Louis XIV. Qui est assez courant, qu'on va engraisser toute l'année et qu'on va tuer en général au moment de Noël. Et la viande va
être consommée par la famille pendant toute une année. Ah, ça veut dire qu'on sait déjà la conserver. On fait les salaisons de cochon comme aujourd'hui. Les quartiers de viande et le lard sont placés dans des jarres remplis de sel. C'est le principal moyen de conserve connu depuis les Gaulois. Chez les nobles, on s'empiffre. Et dans les cuisines des grands châteaux, on rivalise d'ingéniosité. Ce sont les débuts de la gastronomie.